Hello, cette vidéo est la seconde partie découpée d'une vidéo beaucoup plus longue. Donc je vous incite vraiment à aller checker la première partie, je pense que je vais mettre en épinglé. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, après la théorie et la pratique, on va passer à quelques explications sur Duplo.js et ce que vous allez pouvoir utiliser justement pour typer l'intypable. Donc on va voir toutes ces petites choses là, on va voir les data parsers qui servent à contrôler la donnée au runtime, les primitives, les constraints et ensuite les new types. Et après on verra un petit exemple d'implémentation. Donc les data parsers. Une partie très intéressante évidemment de Duplo.js, comme exactement tout Duplo.js en fait. Alors si vous connaissez Zod, c'est un Zod-like. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de modéliser de la donnée, comme on pourrait le faire avec TypeScript, sauf que là c'est tangible. Pendant l'exécution, à pouvoir l'utiliser pour créer des vérifications. Donc data parser, il joue un rôle central dans cette façon de faire. Parce qu'en réalité, effectivement, on va correctement typer, mais il faut que runtime, ça s'appuie sur des vérifications réelles. C'est pour ça que Duplo.js a implémenté un data parser, donc un Zod-like, pour éviter d'avoir une dépendance évidemment, parce que sinon c'est un des objectifs de la librairie, d'avoir absolument zéro dépendance, et donc d'éviter toute contrainte liée à des outils externes qui ont leurs propres règles d'évolution, etc. Là, c'est pour avoir un environnement unifié. Donc on se retrouve du coup avec les data parsers. On a deux versions, on a la version data parser normale, qui est une version entre guillemets light, et on a la version extended qui est faite plus pour le serveur. Aujourd'hui, je vais vous présenter plus la partie extended, mais je vais vous montrer quelques exemples en même temps de la normale. Donc par exemple, si on voudrait déclarer un objet, un schéma d'objet, ici je vais déclarer object maprops1 dpe.number, qui est du coup égal à un nombre. Ici du coup ça on obtient un data parsers, et on peut voir du coup dans le typage ici qu'on a un objet, qu'il a une shape, et qu'il a une prop 1. Très bien. On peut créer évidemment des contrats beaucoup plus minimalistes. Ici, on va avoir par exemple user email, imaginons. Donc dpe. Je crois que j'ai un type directement email, exactement, qui représente finalement un data parser string avec un checker spécifique aux emails. J'y reviendrai un peu tout à l'heure sur l'explication des checkers. Et donc de cette manière-là, ici, je pourrais mettre email, faire référence du coup à ce schéma. Et donc derrière, avec ce schéma, je peux l'utiliser pour faire par exemple un point parse. Donc là, je vais obtenir un const result. Ici, par exemple, on va prendre une donnée test. Imaginons, forcément, on obtiendra un résultat négatif à l'exécution, mais c'est pas ce qui est important. Ici, on peut voir qu'en résultat, on obtient une erreur de data parser ou alors un succès. Donc, les erreurs et les succès, ce sont des monades que fournissent également Duplo.js dans le domaine Either. Donc, on pourrait l'importer ici, c'est E le domaine, ou c'est Either, c'est comme vous voulez. Et ici, on ferait un if e.isWrite, donc write c'est la version correcte, c'est pour le succès, result, tac, et là on regarde notre résultat, il a été discriminé, résultat, ici on a un success à l'intérieur, et si on veut le récupérer, on n'a plus qu'à faire un unwrap, tac, pour obtenir le résultat, et on obtient direct props1 number, email, string. Donc voilà, tout ça c'est un outil qui va nous permettre au runtime de vérifier correctement la forme et les détails de la donnée. Et donc, point important, il y a tout à l'heure ce que j'ai cité, ce qu'on appelle des checkers. Alors les checkers, c'est quoi? En fait, pour ça, il faut déjà comprendre le rôle principal du data parser. Le data parser permet de certifier un type. Ici, on a le type object, et ici, je pourrais très bien avoir le type string. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? Si je vais récupérer le type output de mon schéma, .output, user email, type of, ici, je vois que j'obtiens une string. Pareil, si je fais mon data parser, j'obtiens également ici mon objet props1 email. Bon, jusqu'à là, rien d'impressionnant. Et donc, quel rôle va venir jouer le checker, lui? Eh bien, il va venir affiner cette vérification. Ici, effectivement, le data parser représente l'objet, mais le checker, lui, va représenter une vérification supplémentaire. Donc, quand c'était email, il va certifier qu'au runtime, l'email a bien été passé en contrainte. Et malheureusement, ça n'a pas forcément d'influence sur le typage. Donc là où le data parser est là vraiment pour donner le type principal, le checker, lui, il est là pour affiner à l'exécution ce que c'est exactement. Donc, par exemple, on va prendre notre user email, on va pouvoir ajouter par exemple checker, et on va ajouter, on va obtenir du coup un nouveau data parser à ce moment-là, et on va ajouter du coup faut que je l'importe, dp.email checker email, hop, j'obtiens, et là du coup on peut observer, si je récupère mon new dp, je vais l'appeler, j'ai un peu la flemme de le nommer, et ici on peut voir que ça a ajouté le checker data parser email. Ici je pourrais ajouter, c'est un peu débile, mais un dp.string checker string max, ici je mettrais 12, résultat ici on aurait
l'email plus le string max. Et on peut du coup enchaîner les checkers à l'intérieur de notre data parser. On obtiendra du coup un clone de ce premier, et celui-là du coup sera exploitable au même titre que celui-là. Alors pourquoi le système de checker a été externalisé? C'est-à-dire qu'on pourrait directement mettre en paramètre de data parser, ok, je veux spécifier une email. Mais au même titre que dans un langage on ne trouve pas le type email, c'est parce que c'est pas forcément son rôle fondamental. Et surtout l'équipe Duplo.js devrait implémenter chaque contrainte qui existe, alors que là avec un système externalisé, vous pouvez complètement implémenter vos propres checkers qui permet d'être beaucoup plus flexible. Alors la version spécifique à data parser extended, donc la version extend, c'est que par exemple ici je peux avoir accès à .min et .max, par exemple 12. Donc on peut voir ici que j'ai directement mon checker min qui est présent dans la déclaration, alors que dans la version DP, je n'ai pas accès si je déclare... si je passe sur la version DP, je n'ai pas accès à ce fameux .min. Pourquoi? En fait, c'est une question de tree checking. Alors, pour les plus néophytes, globalement, ça permet d'éliminer le code mort. Et du code mort, en fait, c'est contextuel à ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas. Et donc, au lieu d'avoir à importer toutes les conditions min, max, email, alors que vous, par exemple, vous utilisez que email, et ben ça importera que email en utilisant la version non extended. Alors que la version extended, vu qu'elle importe les méthodes, et ben forcément, elle importe également le code correspondant à ces vérifications. Bon, c'était une explication rapide. Je pense que ça peut être clair pour tout le monde. Normalement, ça devrait aller. Mais n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin de plus d'explications ou si je suis pas assez précis, ou peut-être trop, si ça se trouve. Donc, il faut savoir que Data Parser possède plus de 20 types de représentation de données différents. Il y a des types qui permettent de composer, il y a des types qui permettent de transformer, il y a des types qui permettent de pré-flight pour éviter les erreurs et être plus résilient par exemple. Donc là pour le coup je vous encourage à aller voir la documentation pour voir toutes les possibilités de modéliser la donnée. Et j'ai une dernière petite précision d'ailleurs qui est assez intéressante. Ici par exemple je vais faire un transform, je vais appeler tag s.to, donc à la domaine string. Donc ici on va pouvoir observer que dans l'output on a props1 qui n'est plus égal à un nombre mais une string littérale avec à l'intérieur un nombre, parce qu'en fait la fonction to permet de transformer en string, prend un générique, puis derrière retourne la valeur stringifiée de ce générique. Donc là, vu que c'est un nombre qu'on attend, ça prend le nombre et ça le transforme derrière, du coup, en template littéral de number. Mais si ce qui vous intéresse, c'est l'input, vous avez également la possibilité d'inférer l'input derrière. Et si vous regardez, eh bien, ici, props1 attend bien un nombre et non la transformation de ce nombre. Donc voilà, alors je vous propose de passer au point suivant qui sont les primitives. Donc en fait, les primitives, c'est quoi? Ce sont des structures qui permettent d'accueillir des contraintes, tout simplement. Alors les primitives, pour le coup, n'existent que pour certains types. Les seuls types que vous pourrez faire, ce sont les types vous avez les types number, le type string, forcément, le type bigint, le type date, exactement the date, qui est un type exporté par la librairie qui permet de manipuler les dates le plus sereinement possible. Également le type booléen et le type time, qui est au même titre un type exporté par la librairie, qui permet de manipuler du temps cette fois-ci. Et donc par exemple, pour ces numbers ici, je vais faire un create, donc là je vais mettre 12 et je vais obtenir un résultat qui est ici un maybe. Pourquoi un maybe? Parce que il y a une possibilité que ça échoue, donc ça renvoie soit un left, soit un right, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des monades, soit un résultat positif, soit un résultat négatif. Bon, dans notre cas ici, c'est pas forcément très intéressant. Ici, le plus intéressant, c'est de faire un creator throw, on obtiendrait directement notre primitive 12 et on pourrait l'exploiter. Et on pourrait observer que d'ailleurs, notre primitive, en fait, est wrappée et on n'a accès à absolument rien à l'intérieur. On ne peut pas accéder à son contenu, donc pour la manipuler, il va falloir forcément utiliser des fonctions qui sont adaptées à elle. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir utiliser un c.substract. Le c.substract, ici, on va mettre notre valeur, notre value. Donc je vais faire 12 moins c, number, imaginons qu'on ait un autre nombre, create horse row de par exemple 10, et bien derrière cette fonction va nous renvoyer un autre nombre. Donc si on récupère le résultat, on obtient ici une primitive number, donc on obtient le résultat tout simplement de notre calcul. Alors si vous voulez créer vos propres fonctions pour manipuler ça, c'est très simple, il vous suffit de wrapper les valeurs primitives. Donc là si par exemple ici je veux accéder à ma row value, et ben je prends ma value et je fais un unwrap, et ici j'obtiens directement 12, mon nombre. Mais ça en fait c'est caché par des fonctions secondaires, entre guillemets vous avez votre lot d'utilitaires agnostiques de l'environnement, et puis vous les manipulez. Si vous avez une formule très mathématique complexe, et bien très bien, vous la faites dans une fonction qui est prévue pour cette fonction mathématique. Dans les contraintes vous mettez tout ce que vous souhaitez, et vous manipulez comme vous voulez. Cette fonction-là, par contre, demandera beaucoup de typage et de tests unitaires, mais en retour, vous en ressortez forcément un résultat garanti. Merci d'avoir visionné cette partie. Si vous voulez voir la suite ou la vidéo complète, comme d'habitude, plus bas dans la description ou dans les commentaires.